les critères de gravité, il y a d'abord le terrain, l'âge, l'état associé. Bien sûr, lorsque vous recevez un malade pour hémorragie digestive, la première chose capitale, vous prenez les constantes hémodynamiques, le pouls, la tension artérielle. Si le pouls est accéléré, la tension artérielle reste correcte, c'est un état de choc compensé, puisqu'il y a une décharge d'adrénaline par la médule surrénale qui va entraîner une tachycardie avec une augmentation des résistances artérielles systémiques. La tension artérielle va rester correcte. Et puis, quand les capacités seront dépassées, il va y avoir une baisse de la tension artérielle et on aura des signes de choc. Donc, c'est un état décompensé. Les critères biologiques, la formule, la crasse sanguine. La formule, à mon sens, c'est un examen qui est souvent pas suffisamment bien interprété par les collègues au niveau des urgences. Parce que cette formule, elle raconte une histoire. Et l'histoire, il ne faut pas regarder que le taux d'hémoglobine. D'une part, cette formule, le taux d'hémoglobine, l'hématocrite, etc., souvenez-vous, enfin, dans un premier temps, il y a une perte proportionnelle de plasma et d'éléments figurés. Et donc, cette formule peut rester normale, alors qu'il y a un gros saignement. Ce n'est que secondairement, lorsqu'il y a une hémodilution, que cette baisse du taux d'hémoglobine apparaîtra. Et donc, attention, premier piège, lorsque vous lisez une formule chez quelqu'un qui fait une hémorragie digestive, si l'épisode hémorragique est proche du moment de la consultation, cette formule risque d'être mise à défaut. Et donc, ne tenez pas compte de la formule pour être rassuré. Vous pouvez être faussement rassuré. Vous devez refaire une formule quelques heures plus tard, attendre les phénomènes d'hémodilution pour faire le comparatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous lisez une formule, il faut voir également, pas uniquement le taux d'hémoglobine et d'hématocrite, il faut voir le VGM et le CCMH. Pourquoi? Donc, regardez le VGM, CCMH, c'est très important. En pratique, c'est plus grave quand j'ai quelqu'un qui a un taux d'hémoglobine à 9, mais elle est normocytaire normochrome, c'est plus grave que quelqu'un qui a un 6, alors que l'anémie est microcytaire hypochrome. Dans le premier cas, c'est un saignement aigu, donc il a perdu une grande quantité de sang. Dans le deuxième cas, c'est probablement un saignement occulte. Ça, c'est capital, surtout dans notre décision de transfuser ou pas. Bien sûr, quand on a un saignement, il faut faire la crasse sanguine. Et puis, le critère de gravité évolutif, c'est le nombre d'unités transfusées pour maintenir un état hémodynamique. Plus vous êtes obligé de transfuser des unités de sang, plus c'est grave, ça c'est évident. Deuxième critère de taille, c'est la récidive de l'hémorragie. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait un saignement, et puis pause, ressaignement, ça c'est un facteur de gravité, puisque le taux de mortalité va augmenter de façon considérable, on va le voir. Et le troisième gros critère évolutif, c'est l'instabilité hémodynamique. C'est quelqu'un qui se présente d'emblée avec un état de choc initial, et vous faites des mesures de réanimation, et la réponse à ces mesures de réanimation est médiocre. Il y a des scores. S'il vous plaît, lorsqu'on fait de la médecine, on fait de la médecine fondée sur des preuves et non pas la médecine fondée sur le coup d'œil. Le coup d'œil, ça veut dire malade va bien, malade ne va pas bien, sur le coup d'œil. Non, il y a des scores de gravité et ces scores, à travers le temps, ont été développés pour essayer de façon objective de déceler quels sont les malades qui sont à très haut risque de mortalité et quels sont les malades à faible risque de mortalité. Ça va nous aider pour notre décision. Est-ce qu'on doit garder le malade? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas l'hospitaliser? Et si on va l'hospitaliser, on l'hospitalise où? Est-ce que dans un service de gastro? Est-ce que dans le soin intensif, etc. Bon, le premier
score, c'est le score de Roccal. Deuxième score, qui est beaucoup plus utilisé actuellement, c'est le score de Glasgow-Blatchford. Et ça, on retrouve notre urée. Vous voyez l'urée là, nous c'est plutôt les grammes, 17 millimoles par litre égale 1 gramme. Et vous voyez que plus l'urée est augmentée, plus c'est grave. Ce qui est logique, puisque plus l'urée est augmentée, ça veut dire que la quantité de sang qu'il y a dans le tube digestif est plus importante, puisque plus il y a du sang, plus il y a une production d'ammoniac et donc production d'urée, et donc cette urée sera augmentée. Le deuxième critère, c'est l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine. Le troisième, c'est la tension artérielle. Et puis, il y a les autres critères, la fréquence cardiaque, méléna, etc. Chaque item est coté et il faut savoir, il faut avoir ça en tête parce que sur le plan pratique, ce que ça donne. Le deuxième score de Glasgow ne tient pas compte de l'endoscopie et vous voyez que ces scores-là, finalement, ils ne sont bons pour me dire, rassurez-vous, il n'y a pas de gravité que si le score est 0, voire 1. C'est-à-dire, si le score est 0,1, c'est uniquement dans ce cas de figure où je suis en droit de libérer le malade chez lui. Mais vous voyez que dès que l'urée est un petit peu augmentée, j'ai déjà un score 2. Et donc, je n'ai pas le droit de libérer le malade. Dès que le taux d'hémoglobine s'élève un peu, enfin ça baisse un peu, j'ai déjà un score qui dépassera 1. Et donc, je dois garder le malade. Retenez ça, parce qu'en pratique, malheureusement, quand ce score-là est supérieur ou égal à 1, il a une valeur prédictive positive de 32% uniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un score supérieur ou égal à 1, on peut prendre supérieur à 1 si vous voulez, je vais garder le malade, mais dans 70% des cas, j'aurais pu le libérer. Et justement, c'est ça qui est à la base des mauvaises pratiques au niveau des urgences. Parce qu'on a l'impression, en libérant certains malades, ils ne compliquent pas. Donc, on va se dire, oh, que finalement, on a libéré, il ne lui est rien arrivé. Mais attention, dans 32% des cas, j'aurais eu tort. Et si le malade fait une complication chez lui, il décède. Et ces patients-là, je ne les revois pas puisque le malade meurt et donc on n'a pas le retour de ces patients-là. Alors que ces patients-là, on les a tués puisqu'on les a libérés à tort. Ces patients-là, ces 32%, nécessiteront un traitement endoscopique, nécessiteront une hospitalisation, voire une endoscopie précoce, diagnostique et thérapeutique. Ça permet de récupérer pratiquement tous les malades. Et le taux de mortalité va baisser de manière significative.